Alors, Mohamed Lotfi, je me tourne vers vous parce que j'ai hâte qu'on se parle. Ça fait longtemps qu'on... Longue intro, longue première partie de cette balado. Ça fait presque 1 heure, mais là, c'est le temps. Bon, là, je vais tout de suite citer le 4e de couverture qui est de vous. Je trouve que ça met bien la table. Mon 2e pays, le Québec, j'y suis depuis 38 ans, dont 30 à travailler dans une prison. À Bordeaux, j'ai souvent eu l'impression d'être plus libre que n'importe où ailleurs, libre de voler du temps au temps. Et évidemment, c'est le titre de votre recueil de chroniques. En fait, est-ce qu'on peut dire un essai? Oui, en quelque sorte. Voilà. Oui. Et moi, je trouve que ça donne le ton à tout ce qui se trouve, en tout cas, beaucoup dans ce livre-là, ces phrases étonnantes qui remettent en question ce que nous, qui ne connaissons pas le milieu carcéral, en fait, ça remet beaucoup de choses en question. Bon, vous avez fondé, entre autres, peut-être parlez-nous de vous un peu, pour les gens qui ne vous connaissent pas. Je suis marocain d'origine. Je suis né au Maroc à la fin de 1959. Vraiment au dernier jour, là, pour me faire fêter par le monde entier. Et puis, ça n'arrête pas chaque année. J'ai vécu 22 ans magnifiques dans ce pays extraordinaire, le Maroc. J'ai, entre l'âge de 16 ans, 22 ans, j'ai été dans le théâtre, le cinéma, la télévision, tout en faisant mes études. J'ai commencé même un peu l'université en philosophie. Et puis un jour, j'en ai eu marre. Je me suis dit, il y a d'autres choses dans le monde que le Maroc, il y a d'autres choses que les Marocains. Et puis j'avais surtout envie vraiment de voyager. Donc au lieu de finir ma licence en philo, j'ai arrêté à la fin de la première année, même si je l'avais bien réussi. Et j'ai envoyé un peu partout. Mais quand je dis partout, là, l'Irak, le Koweït, l'Égypte, la France, la Belgique, le Québec, l'Université Laval. Et j'étais en vacances en Allemagne pendant 5-6 mois et j'attendais les réponses, rien qui venait. Et puis, j'étais en Allemagne chez mon frère qui commençait déjà une carrière de danseur de ballet. Mon autre frère nous a rejoints pour lui aussi commencer une carrière de danseur de ballet. Mon Dieu. Vous êtes le seul qui ne dansait pas dans la famille? Si, c'est moi qui a ouvert le bal. Ah oui? Ouvert le ballet. Le ballet et le bal. Et je suis l'aîné de la famille. Donc, et donc, mon plus jeune est arrivé avec la lettre de l'Université Laval. J'étais donc accepté pour commencer mes études à l'Université Laval. Donc, je suis rentré tout de suite. Dans quel domaine? En cinéma. Et voilà, c'est moi, en quelques mots. Oui. Au Maroc, dans ces années-là, les années de plomb, tu as besoin de rien faire. Tu peux te faire arrêter à 10h le soir juste parce que tu n'as pas ta carte d'identité. Et tu peux te trouver dans le 6e étage du sous-sol d'un commissariat et tu vas... passer la nuit en prison. Voilà. Sauf que moi, après avoir vécu la première fois, je venais juste de rencontrer Jean Marais, le très grand comédien français, acteur, avec qui je passais 2 heures. Et puis, le lendemain, après cette arrestation, je lui disais, regarde, on vient de sortir de la merde, là, regarde, on sent la merde. Je voulais comme genre l'informer. Il n'était pas du tout étonné de rien, de tout ça. Il me dit, bon, mais vous aviez un public, hein? Vous aviez un public pour faire votre théâtre. Moi, là, je devais voir sa pièce Les parents terribles de Cocteau la veille. Et c'est à l'entrée du théâtre que je me suis fait arrêter par la police. Mais cette phrase, vous aviez eu un public, tout de suite, je me suis dit, mais il a raison. Il y avait 80 personnes. J'étais là avec mon cousin. En plus, mon cousin, c'était mon partner là, sur scène. Ouais. Et tout de suite, dans ma tête, je me suis dit, ça y est, samedi prochain, ils ne vont pas nous arrêter, c'est nous qui allons les arrêter. Et c'est exactement ce qu'on a fait. On les a arrêtés pour qu'ils nous arrêtent. Et on s'est retrouvés dans un autre commissariat. Et là, pour un 18 heures de marathon, théâtre, danse et tout ça. Je ne raconte pas tous les détails parce qu'il y a dans le livre des petits détails comme ça, vraiment. Mais je ne sais pas, moi, si c'était déterminant, cette expérience-là, pour la suite. Mais je la raconte parce que je me dis, bon, il y a sûrement quelque chose là. Mais il y a un peu plus bien avant ça. Il y a quand même une histoire dont je ne raconte pas dans mon livre qui est quand même très importante. Je suis le fils d'un homme, d'un héros. Je suis le fils d'un homme extraordinaire qui aurait pu donner sa vie pour l'indépendance du pays et qui a connu la prison. Lui, il l'a vraiment connu, il a été torturé, il a même perdu un œil en sortant de la prison et plus tard un autre œil. Et au point donc il est devenu aveugle, j'avais 9 ans et à 10 ans, moi j'étais devenu les yeux de mon père. Les yeux de mon père, ça veut dire que je fouille dans ses papiers, je m'occupe de ses affaires et c'est comme ça que... À 10 ans quand même, vous étiez jeune. Je découvre dans ces papiers une attestation
dans laquelle je découvre que mon père a déjà fait de la prison. Sauf que je savais pas pourquoi. Ouais. Et puis, en plus, je voulais pas le croire. Mon père ne fait pas la prison. Mon père, c'est un héros. Mon père, c'est un homme extraordinaire. Donc, je vous raconte ça parce que c'est la troisième fois où moi je raconte cette histoire-là, parce que je l'ai raconté une fois à mes souverains à Bordeaux. Et ils étaient vraiment... Je m'attendais pas à l'ampleur de cette histoire. Donc, je la raconte. Donc, je vais voir ma mère. Je lui dis, non, mon père n'a pas fait la prison. Dis-moi comment mon père n'a pas fait la prison. Et il me répète, mais bien sûr. Et là, je dis, mais non, c'est pas vrai, c'est pas bien sûr. Elle était dans la cuisine, donc je vais aller voir ma grand-mère. Elle me dit pas que mon père a fait la prison. Elle me fait la même réponse. Oui, bien sûr qu'il a fait la prison. Et là, j'ai attendu le principal concerné, mon père, et je suis allé voir. Et là, je lui ai pas dit, est-ce que tu as fait de la prison? J'ai carrément dit, parce que dans la tête d'un enfant de 10 ans, faire de la prison, ça veut dire voler. Donc, je lui pose la question. C'est criminel. Je lui pose la question drette, là. Je dis, qu'est-ce que tu as volé pour être en prison? Et bon, il a éclaté de rire. Et puis, en tant qu'instituteur, pédagogue, tout ça, je suis l'aîné de la famille. Il a pris le temps pour m'expliquer les choses, pour me dire simplement que il arrive parfois qu'on aille en prison, pas parce qu'on a fait du mal, mais parce qu'on a fait du bien. Et j'ai dit, ah oui, quel bien, quel bien. Et bon, j'ai compris dans ce qu'il m'a dit que oui, voilà, on peut faire du bien pour son pays. On s'est permis d'aller en prison, on peut même mourir pour son pays. Donc, c'est avec ces discussions-là et tout ce qui est arrivé par la suite, je pense que mon père, ma mère aussi, m'ont inculqué quelque chose qui... En fait, une espèce de vision... Là, j'en fais une déduction parce que je l'ai lu, votre livre, mais une vision, en fait, inédite un peu de ce qu'est la prison, parce que c'est beaucoup ça qui m'a frappé. Qu'est-ce qui vous amène à fonder? D'ailleurs, juste l'idée de créer Souverain Anonyme. Souverain Anonyme, c'est la suite d'une longue démarche. Je suis journaliste depuis l'âge de 19 ans. J'ai commencé au Maroc, dans un grand journal d'ailleurs. Toutes les semaines, j'avais un papier. Et dès le début, dès le premier papier, je me suis rien dit là, mais je me suis toujours trouvé dans les endroits où d'autres journalistes ne vont pas. Et c'est devenu chez moi comme ça. J'ai travaillé pendant 12 ans pour Radio-Canada, pour Macadam Tribu. Tous les reportages que j'ai fait, au moins 200 là, ce sont des reportages que... c'est vraiment, je sais pas moi, une femme dans la rue qui vend des poèmes, tu sais, marchande de poèmes. Tu sais, je suis resté avec elle au moins 4 heures à parler avec elle avant de faire l'entrevue. Et puis voilà, donc d'ailleurs ça s'appelait Par hasard, et c'était ça, c'est là où le hasard m'a amené. C'est comme ça que... Et Bordeaux, c'est aussi un hasard, puisque toujours dans la suite, dans cette démarche-là, d'un hasard à l'autre, d'une expérience à l'autre, j'avais surtout connu cette expérience magnifique. Je pense que ça m'a paré le chemin vers Bordeaux avec les sans-abri. Totalement dehors, les gens de dehors, les sans-abri, ils m'ont vraiment montré le chemin du dedans, de la prison. Mais j'ai vécu avec eux d'abord quelque chose d'extraordinaire. Vraiment, pendant des mois, je les ai côtoyés avant de diffuser en direct sur plusieurs radios communautaires en même temps, bien avant que Radio-Canada aille à dernier recours et instrumentalise cette affaire-là. Bah oui, à ce point-là, Joël Le Vigo et tout ça. Non, moi je suis un puriste là. Mais bien sûr, mais c'est comme ça. Il y en a qui le font bien, au moins, avec une certaine élégance. On peut les saluer. Mais donc... Il y a Radio-Canada? Ah là là. Il y a de quoi écrire un livre noir sur Radio-Canada. À ce point-là? Il y a un livre noir sur le Canada, oui. Vous le connaissez. Oui, mais ce que je veux dire, il y a un côté lumineux, il y a un côté sombre dans tout, n'est-ce pas? Donc Radio-Canada n'échappe pas à la règle. Je dis ça, j'ai une entrevue dans 2 jours. Non, donc c'est pour dire que cette démarche-là, d'aller là où les autres ne vont pas, les autres journalistes, m'a amené en prison, mais d'une façon naturelle. Je ne me suis pas dit, waouh, quelle idée extraordinaire, puisque avec les sans-abri, à un moment donné, le roi des sans-abri, André Gauthier, à l'époque, je viens le voir comme ça, je suis par terre et je lui pose la question, où est-ce qu'il est Chita, l'arrivée de Belleuil, ce qui était en quelque sorte son premier ministre, c'est le bras droit de... Puis moi, je m'étais très attaché à Chita, plus qu'au roi. Il était aussi.
sans-abri. Cheetah, c'est un sans-abri. Oui, c'est un sans-abri, mais il y a tout un personnage aussi. Et il me dit qu'il est à Bordeaux. Il est parti à Bordeaux. Puis moi, dans ma tête, c'était vraiment Bordeaux en France. Voilà. Je dis, ouais, mais moi, je suis à Paris. Puis là, il me dit, non, tabarnak, il était en prison, là. Et vraiment, dès qu'il a dit prison, dans ma tête, c'était émission radio en prison. Oui, tout de suite. C'est-à-dire émission radio avec Cheetah. Je vais en prison pour rencontrer Cheetah. Ouais. J'imagine que ça ne s'est pas fait tout seul, là, de cette idée-là de la direction de la prison de vous laisser faire une émission de radio. Après, j'ai commencé tout de suite les démarches, j'ai fait une demande, et puis, entre-temps, c'était plus Cheetah, c'était carrément faire vraiment une émission. J'ai donc écrit, conçu toute une formule, parce que je me suis dit, il faut que je me donne une chance. Là. Je ne vais pas pouvoir parler des conditions de vie, tout ça, là, parce que pour la direction, il n'était pas question de parler des conditions de vie. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que le même directeur qui me disait, il n'est pas question de parler des conditions de vie. 2 ans plus tard, il était l'invité des souverains. Et plus tard, au moins une quinzaine de fois, j'ai invité les directeurs de Bordeaux. Des gardiens aussi. Des gardiens aussi. Oui. Et on a parlé, bien sûr, Souverain Anonyme, ce n'est pas pour parler des... Souverain Anonyme, ce n'est pas pour parler de la prison. Moi, je ne suis pas un spécialiste de la prison. Ouais. Et à la limite, je dirais, quand je suis avec les gars, la prison ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est après la prison. Ouais. Mais bien sûr, après 30 ans, je me suis fait des réflexions sur l'univers carcéral. Et c'est ce que j'écris. Et je vous avoue, moi, que c'est ce qui m'a accroché énormément dans ce livre-là, c'est vos réflexions, entre autres, parce que votre livre nous permet de réfléchir sur ce concept d'emprisonnement, parce qu'on a l'impression que ça va de soi dans une société d'emprisonner des gens, et dans le livre, on se rend compte que vous trouvez que, entre autres, la prison, et c'est dit comme ça, la prison est le miroir de l'état de notre démocratie. C'est écrit en toutes lettres, qu'on a une espèce de responsabilité avec ces gens-là qui ont enfreint la loi et qui se sont rendus en prison. C'est quand même intéressant. Oui, on a tendance à penser que la prison ne nous appartient pas. On met ça entre les mains des administrateurs, les gardiens, les politiciens, et puis débrouillez-vous avec votre patate chaude. Non, la prison nous appartient à nous tous. Et de la même façon que là, autour de cette table, on a parlé de toutes sortes de sujets qui nous concernent. Oui. La prison nous concerne. Et il nous concerne parce que, pas seulement parce qu'on paye des taxes, mais parce qu'il y a des gens qui sont des enfants de nos voisins, nos amis, tout ça, qui s'y trouvent là. Ouais. Et donc, si on ne s'y intéresse pas à une institution qui nous appartient, et plus que ça encore, c'est que pour moi, la prison, ça fait partie de ces questions existentielles de la vie, de nous tous. Si on ne se pose pas de questions sur la prison, quelque part, on est indifférent, quelque part, on s'en fout de l'autre, et si on s'en fout de l'autre, on s'en fout de soi. Benoît Chartier? Oui, c'est vrai que c'est un reflet, et c'est encore pire aux États-Unis. La plupart des prisons sont privées. Sont privés. Donc, plus il y a de prisonniers, plus ils font d'argent. C'est encore beaucoup plus détaché. C'est une industrie. Heureusement, j'espère qu'on n'y arrivera jamais ici, en tout cas au Québec. Écoutez, au Québec, on a de quoi quand même être, Vous n'allez pas dire fier, mais oui, on devrait l'être, dans le fond. Vous voulez parler de la on peut se féliciter. Oui. Cette année, nous sommes quand même... c'est le 50e anniversaire du service correctionnel du Québec. Oui. Ça n'a pas été mentionné presque nulle part, il faut le dire. Et avec la naissance des services correctionnels du Québec est née l'idée de la réhabilitation. Ça veut dire 50 ans, donc il y a des prisons à juridiction provinciale depuis 50 ans? C'est ça que ça veut dire? Non, c'est pas ça. C'est simplement qu'en 69, il y a eu une loi sur les établissements de détention. Et on a introduit l'idée de la réhabilitation. Okay. Bon, d'ailleurs, il y a une espèce de devise maintenant, là, le 50e anniversaire, et on marque toujours la réhabilitation, c'est le mot d'ordre. Oui. Et ça, c'est une caractéristique particulièrement québécoise. Exactement. Et c'est pour ça que je dis, on peut se féliciter de ça, parce que comparé effectivement aux États-Unis et même dans le reste du Canada, le Québec fait beaucoup mieux. Mais le Québec ne fait pas mieux que le Danemark, l'Allemagne, la Norvège, etc. Qu'est-ce qu'ils font? C'est incroyable. Non, mais c'est incroyable. En Allemagne, ils ont converti des prisons en hôtels. Oui, tout à fait. Parce qu'ils n'en ont plus besoin?
Non, 30% des prisons ont été converties en hôtels parce que ils ont fait une espèce de réforme extrêmement en profondeur de la justice. Hein. Donc, envoyer les gens en prison comme ça à tort et à travers, non. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de l'envoyer en prison? Est-ce qu'il ne peut pas faire autre chose? Donc, des moyens alternatifs à la prison ont été présentés. Mais en Norvège, au Danemark et en Islande, ils sont allés encore plus loin. Là. Il y a des prisons sans gardien, il y a des prisons sans mur, il y a des gardiens qui accueillent le détenu puis ils prennent un café avec lui, ils jouent aux cartes. Sans gardien. Ou peut-être un gardien seul, mais bien sûr, c'est des prisons expérimentales, il faut le préciser. Il y a même ici au Canada, je dois le dire, il y a un documentaire de mon ami Steve Patrick qui a fait un documentaire extraordinaire. Ça existe au Canada et personne ne le sait. Nous avons un modèle de prison dans le bois, dans la forêt. Il n'y a personne, pas de gardien, il n'y a personne. Ça, c'est pour des longues sentences. Des gens, à la fin de leur sentence, peuvent se trouver dans ce centre. Et ça a été destiné au début pour des populations autochtones, parce qu'il ne faut jamais oublier que 28% de la population carcérale est autochtone, et dans certaines prisons... Ils sont surreprésentés, en fait. Ils sont à 45, parfois 80%, en Saskatchewan, certaines prisons, 80% des détenus sont autochtones. Dans certaines prisons comme Bordeaux, là où je suis, il y a quand même une surreprésentation des Noirs. Ça aussi, c'est un autre problème. Quelle conclusion? Parce qu'on parle de racisme systémique de plus en plus. Vous en parlez un peu au début du livre, entre autres, que vous revenez sur Slav et Kanata. On n'aura peut-être pas le temps d'y revenir, mais c'est quand même intéressant ce que vous dites par rapport à ça, parce que vous dites que dans le fond, les manifestants ne s'en prennent pas de la bonne façon pour dénoncer cet état de choses-là. Mais qu'est-ce qui fait que... Est-ce que c'est une preuve de racisme systémique ou c'est des milieux qui sont dépourvus parce que mis de côté par le système, entre autres des Autochtones, ce qui pousse les gens vers la criminalité? Oui, absolument. Alors d'abord, le racisme systémique, c'est un mot très flou et je n'ose pas trop l'utiliser. En Allemagne nazie, il y avait du racisme systémique, c'était clair. Mais là on l'utilise à tort et à travers, racisme systémique. On peut parler de discrimination, oui. On peut parler d'inégalité, bien sûr. Là, on est clair. Et oui, ça existe. Puis sous-représentation des Noirs dans les médias, des communautés culturelles. On est là-dedans, dans la réflexion. Tout ça existe, bien sûr. C'est sûr que oui, moi j'ai été un petit peu fâché contre ces jeunes qui sont allés devant TNM manifester contre Slav, alors qu'il aurait pu aller devant Bordeaux et manifester contre la surreprésentation des Noirs. C'est une belle cible, Robert Lepage. Mais c'est surtout c'est même pas ça. Je pense qu'il y a un manque de culture, il y a un manque de culture historique, il y a un manque de savoir-faire pour. Qu'est-ce qu'on a gagné vraiment depuis là, vraiment là, pas grand-chose là. Il y a rien qui s'est traduit en loi, dans les institutions. Donc c'est quelques jeunes qui ont manifesté. Moi, et pourtant je les respecte leur colère là. Je suis d'accord avec eux, mais quand on vient, qu'on discute, puis qu'on développe un art de la contestation. Pour moi, la contestation, c'est un art. Tu viens armer, là, argumenter bien comme il faut. Tu viens pas parler comme ça avec avec n'importe comment. Non, tu viens... ça, on est sorti du livre. Non, mais c'est correct. Vous en parlez dans le livre. Mais on parlait de... Mais en fait, on va écouter un extrait, puis je veux vous emmener ailleurs aussi par rapport à la perception des médias des prisons. Tu sais qu'avant le début de la rencontre, tu m'avais demandé si j'avais lu ton livre. La bête et sa cage. Ouais, mais là, c'est l'ambiance carcérale, t'en avais pas assez. Et voilà. Moi, je suis en prison. Depuis le début de ma sentence, j'essaie de m'évader du monde de la prison. C'est pour ça que je fais de l'art et autre chose. Et là, je lis un livre qui est intéressant. Dans les premières pages de ton livre, il se fait enculer. Là, je suis là, et puis je suis dans ma cellule, puis je suis comme, OK. Je me pose un peu les questions. J'ai dit, OK, est-ce que moi... je me suis fait enculer sans que je sache ou parce que c'est pas comme ça que je l'ai vécu. Normalement, on est conscient de ce genre de choses. Je te rassure. Alors, on vient d'entendre David Goudreau, auteur extraordinaire, la trilogie de La bête à sa mère, La bête en cage et Abattre la bête, qui était avec... Caspi. Qui est extraordinaire. Il faut le nommer. Caspi, pour moi, c'est ma vedette à moi, c'est mon héros. Bon, et là, David dit, évidemment, c'est un roman, j'ai romancé la perception. Bon, mais et dans le livre, vous abordez ça, pas tout à fait en littérature, mais les médias. Comment les médias ici, entre autres, véhiculent que la prison est une école du crime. Ça, vous aimez pas ça, vous dites que c'est cliché, en fait, entre autres. La représentation du milieu carcéral dans les médias, les émeutes, la violence, on met beaucoup d'emphase là-dessus, alors que ce sont
sont des cas isolés. Et vous dites même, ça je trouve que c'est une phrase extraordinaire, la tension d'une prison bien canalisée provoque aussi des trésors de réflexion et de poésie. Parce que souvent on s'arrête à ça, effectivement, dans les médias. Vous parlez d'Isabelle Haché aussi, qui était venue faire un reportage, et la violence, tout ça. Écoute, j'arrive moi de Bordeaux là pour venir vous rencontrer et j'ai passé une journée extraordinaire avec une invitée, une chanteuse qui s'appelle Sarah Robato, qui est une Française parisienne qui va prendre l'avion demain pour revenir chez elle, et elle a tenu absolument à venir rencontrer les souverains pour la 3e fois et leur chanter des chansons de Barbara, des chansons magnifiques en espagnol, en anglais. Elle a même chanté Leonard Cohen, mais en même temps elle est venue avec une lettre à un souverain, parce qu'elle l'a rencontré la première fois, et cette lettre fait partie de son livre qui s'appelle Lettre à ma génération, et un après l'autre sont passés devant elle, puis à un moment donné, il y a ce moment de réflexion extraordinaire entre elle et un souverain qui est venu avec un poème pour parler du système. Il parlait du système. Et très, très gentiment, elle lui a fait comprendre que peut-être que dans ce poème-là, il a tendance peut-être à se prendre pour une victime du système, tu sais. Mais il l'a dit d'une façon extraordinaire. Le gars, il l'écoutait. Et je me dis, ce soir, ce gars-là va réfléchir. Il y a son poème à lui, il y a sa réaction à elle. Moi, à un moment donné, j'ai intervenu pour lui dire, oui, effectivement, le système, ça existe, mais tu sais, quand tu refuses le système, à force de le refuser, à force de l'envoyer chier le système, il finit par t'écraser et tu te trouves en dedans. Tu te trouves même au cœur du système. La meilleure façon de combattre le système, c'est peut-être pas se trouver dans le cœur du système, de se trouver à Bordeaux, parce que là où t'es maintenant, t'es pas avec ta famille, t'es pas avec tes enfants. Mais bon, je l'aurais pas dit ça s'il avait pas fait son poème, qui est beau malgré tout. Mais ça a amené cette réflexion, et cette réflexion, tous les autres sont là, parce qu'on est dans un talk show, là. Tout le monde écoute, tout le monde... voilà, ça, c'est un petit instant dans 30 ans de souverain anonyme, mais ces instants-là, d'une semaine à l'autre, ils se multiplient, et je peux pas croire que, à un moment donné, écoutez, c'est simple, pour revenir aux médias, c'est important ce que vous avez évoqué. Ce livre, j'aurais pu l'appeler Le meilleur de l'homme. Pourquoi ? Parce que j'ai choisi, contrairement à bien des médias et à bien des journalistes, que moi, j'irai pas dans le pire de la prison, j'irai dans le meilleur. Parce que le pire, les autres s'en occupent. Le meilleur, il existe. Et alors, moi, je vais montrer le meilleur. Bien que je sais qu'il existe le pire aussi, mais il ne m'intéresse pas. C'est pour ça que même la prison comme système, quand je suis à Bordeaux, vraiment, ça ne m'intéresse pas. C'est quand je suis dehors, quand je suis au Maroc, que j'ai écrit mes réflexions sur Bordeaux. Il faut que je prenne une grande distance. Mais ceci dit, le meilleur de l'homme, si je le dis, c'est parce qu'un jour, le père Jean, emmené de la prison de Bordeaux pendant 38 ans, je suis allé faire un reportage pour Macadam Tribu qui s'appelle La dernière messe du père Jean. Et à la fin de cette messe, je suis allé le voir pour une petite entrevue. Il m'a dit cette phrase magnifique. Il m'a dit « J'ai rencontré le meilleur et le pire de l'homme en prison. » Et ça m'a renvoyé à moi-même, à mon travail, en me disant « Et moi ? Est-ce que j'ai rencontré le meilleur et le pire de l'homme en prison ?» La réponse est oui, effectivement, peut-être pas autant que lui. Mais moi, en tant que journaliste, j'ai choisi cet angle-là de montrer le meilleur. Et j'ai jamais, même parfois, je me combats même avec les gars. Parce que les gars, par exemple, j'ai des rappeurs magnifiques, mais violents. Oui, mais c'est ça vous entendez. Non, je m'excuse. Tu as tout ce qu'il faut pour me faire un rap magnifique, extraordinaire. Il peut être violent. J'ai rien contre qu'un rap qui soit violent. Parce que c'est pas toi qui chante. C'est rien là-dessus. Je veux juste épater les autres. Là. Moi, je veux que tu t'épates toi. Je veux que tu parles de toi. Je veux que tu parles peut-être de ton enfance, de tout ce que tu as subi, etc. Mais là, donner des leçons aux autres alors que tu as encore des choses à vivre, c'est peut-être, ça sonne faux quand même dans mes oreilles. T'sais, et comme je suis très honnête avec les gars, c'est le mot d'ordre avec les gars, c'est honnête. Les gars finissent par m'écouter et pendant 4 ans, j'ai réalisé ce projet dont je suis vraiment fier, qui s'appelle Le rap des hommes rapaillés, ou destiné vraiment directement à ces jeunes membres des gangs de rue, où autant les bleus, les rouges, tout le monde y a participé, mais ces 120 chansons qu'on a réalisées, là-dedans, il n'y a pas de... On se plaint pas, on s'apitoie pas sur son sort. Une autre notion, moi, qui m'a frappé en lisant votre livre, c'est le rejugement. En fait, c'est que vous dites rapidement que vous ne demandez jamais à une personne emprisonnée pourquoi elle est là. Oui. C'est quand même intéressant parce que j'ai l'impression que naturellement, c'est le réflexe de bien des gens de savoir qu'est-ce que la personne a fait. Et vous dites, dans le fond, que c'est une façon aussi de
que la personne ne retombe pas dans le rejugement aussi. Oui, parce que les gars eux-mêmes ont tendance à se juger, et puis alors si en plus moi il faudrait que je les juge, puis il faut que je sache lui a fait un vol de banque, puis l'autre un vol de je sais pas de dépanneur, là, tu sais, quelle attitude j'aurais avec l'un et l'autre. Donc non, puis de toute façon ils ont été jugés, ils paient leur dette à la société. Ouais. Moi ce qui m'intéresse c'est l'avenir, c'est demain, c'est après la prison, et cette attitude-là m'a beaucoup servi dans mon rapport avec eux, bien que je sais quand même, on sait très bien, j'ai pas besoin de savoir exactement ce que tu as fait, mais tu as certainement fait quelque chose pour être en prison. Donc, je veux pas savoir ça. Ce qui établit entre moi et les souverains un rapport de confiance extraordinaire, et ça me facilite la tâche pour travailler avec eux. Benoît Chartier. Oui, en fait, si je comprends bien, ce que tu leur demandes, c'est pas ce que tu as fait, mais ce que tu vas faire. C'est exactement. Et ce matin, pour peut-être finir sur une super belle note, pour la première fois en 30 ans, je suis sorti avec une caméra, avec un autre invité, Sarah Robato. Et là, je lui dis, regarde, avant d'entrer à Bordeaux, tu vas rester à l'arrêt 69 sur Boulevard Gouin. J'arrive avec ma caméra, puis il y en a un qui va sortir. Et je sais c'est qui. J'aimerais ça juste que tu lui dises, bonne chance dans tes mots à toi. C'est tout. Alors le gars, il sort. Il nous voit, on l'a entendu une bonne heure, là. Et je le filme. Et là, il me voit, puis c'est comme si... Moi, je le vois depuis des mois, là. C'est comme s'il voyait son frère, son père, sa mère. Mohamed, il veut me prendre... Je dis, non, je suis en train de filmer. Vas-y, c'est elle que tu... Alors, il va voir Sarah, il l'embrasse, il est content. Puis là, il y a une voiture qui l'attend. Et puis là, Sarah commence à lui parler, puis là, il commence à lui chanter. Il lui a dit bonne chance à sa manière en chantant. Une magnifique chanson. Je lui dis, mais il faudrait absolument que tu la chantes aussi pour les autres à l'intérieur. Et il s'est passé quelque chose d'incroyable. C'est qu'à un moment donné, la voiture qui l'attend, elle bloquait les autres voitures. Et là, puis à un moment donné, ça klaxonnait. Et dans ces voitures-là, il y en avait une de police. Ah ouais. Alors le gars, il regarde la voiture de police, il lève ses deux fingers. Il les envoie chier comme ça. Et je suis sûr que parce que ces policiers ils ont vu qu'il était avec moi, là, ils ont dit, OK, on va quand même le laisser partir. Mais sinon, là, il serait de retour à Bordeaux. Bon, vous avez reçu, évidemment, il y a des invités de marque quand même. On l'apprend, vous en parlez beaucoup. Gaston Miron, entre autres, vous avez parlé tantôt du rap Rapaillé. Et vous parlez d'Albert Jacquard, qui a marqué visiblement les souverains anonymes. Absolument. Et vous parlez un peu de... C'est drôle, je pensais à lui quand Benoît Chartier parlait du premier, deuxième et tout ça. C'est Jacquard d'ailleurs qui dit souvent les premiers, on fait des champions, mais en fait, on fait des tueurs. Ouais. C'est pour lui. Et ça a été toujours... En fait, vous le dites dans le livre, vous citez l'ennemi de l'instruction, c'est la compétition. Le système ne choisit pas les meilleurs, il choisit les plus dangereux. Exactement. Et c'est pour ça, d'ailleurs, quand il est venu la première fois à Bordeaux, il est venu avec un livre qui s'appelle Un monde sans prison, point d'interrogation. Ouais. Et moi, sachant c'est d'ailleurs, je dirais jamais assez merci à Jean-Hugues Roy, parce que c'est lui. Ancien journaliste devenu professeur. Exactement. Il était journaliste de Devoir, d'ailleurs. Et c'est lui qui m'a appelé. Il me dit, tu connais Albert Jacquard? Non, je ne connaissais pas Albert Jacquard. Il me dit, mais écoute, c'est un généticien de réputation internationale et tout ça. Je lui dis, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec lui? Il me dit, je sais pas, il vient d'écrire un livre, Un monde sans prison. Je dis, quoi? Ah, c'est sûr que je l'invite. Et c'est drôle, il y a une des questions, le gars, il lui dit, comment tu t'es passé de la cellule biologique à la cellule carcérale? On a joué avec les mots. Et là, sachant l'ampleur de l'importance de cette rencontre, je suis allé voir les filles de Tanguay aussi, et je les ai enregistrées. Et ça a été la surprise pour tout le monde, autant pour les gars que pour Albert Jacquard, d'entendre les filles de Tanguay en train de lui poser des questions, de faire des témoignages et de parler de ce monde en prison. Il serait où dans l'espace, des prisons mixtes, hommes, femmes et tout ça. C'était magnifique cette première rencontre. Et à la fin, comme d'habitude, je demande toujours aux invités de faire une petite présentation. Bonjour, je m'appelle Albert Jacquard, vous écoutez Souverain Anonyme. Il arrête. Là, il vient de passer 2 heures. Il est encore sous l'effet de 2 heures de vraiment magnifique, là. Et là, il dit « Bonjour, je m'appelle Albert Jacquard. Je viens de rencontrer des souverains, des grands de ce monde. » Là, tu dis... cette phrase-là, des grands de ce monde, c'était comme tout le monde, c'est comme si l'image était en pause. Là. Tout le monde était là,
de qui il parle? De nous? C'est nous les grands de ce monde. Il y en a un, en tout cas, je peux te dire qu'il lui est jamais revenu en prison parce que depuis, il se prend pour un grand de ce monde. Il est devenu un grand de ce monde. Il est devenu un très grand poète. Il est aussi devenu mon ami, un grand ami à moi. Il s'appelle Nicodème. Et lui a été marqué par cette phrase, mais je suis sûr qu'il y en a plein d'autres qui l'ont été. Et là, bien sûr, là, Albert a récidivé. Au moins 4 fois. Et c'est lui d'ailleurs qui a introduit l'album des Souverains Anonymes avec une belle phrase où il dit « Une prison dans une ville, ça veut dire qu'il y a un problème dans la société tout entière. » Et j'ai invité son ami, l'abbé Pierre. Ouais. Ah ouais. Je pense que l'abbé Pierre, la seule fois où il a donné une entrevue à Montréal, c'était aux Souverains Anonymes. Tout comme d'ailleurs Lassa de Sela, sa première entrevue, 1 mois après l'apparition de son premier album, il arrive à Bordeaux. Et waouh! D'ailleurs, bientôt, le 13 décembre, on va pouvoir voir les images de Lassa de Sela en train de chanter. Ah, waouh, c'est ça. C'est du spectacle, parce qu'il a fait un spectacle devant les gars. Ça. Et ça va sortir en noir et blanc avec le nouveau site, parce que bon, il y a le livre qui vient de sortir, Vol de temps. Le deuxième volet de ce 30e anniversaire, ça va être le nouveau site web, 30 ans d'archives, audio et visuel. C'est sûr qu'on va en parler. Hélène Faradji, vous avez une expérience en milieu carcéral? Puis je suis très, très émue de vous entendre parler, Mohamed, parce que tout ce que vous dites, je l'ai vécu à Tanguay. J'allais donner des ateliers de critique sur les films documentaires qu'on allait projeter. En fait, ça se passait sur 2 semaines. Donc la première semaine, on allait montrer le film en compagnie du réalisateur ou de la réalisatrice. Puis il y avait une discussion avec les femmes et un petit groupe, parce qu'elles étaient quand même nombreuses à venir voir le film. Donc un plus petit groupe, une dizaine maximum, revenait la semaine d'après et on écrivait une critique du film. Donc on avait 1 heure ensemble. Première demi-heure, on discutait, on essayait d'organiser les idées autour du film. La deuxième partie, elles écrivaient. Et les rencontres internationales du documentaire publiaient sur leur site web ces critiques-là. Et ça a été des moments incroyables parce que, oui, moi aussi, j'avais ces préjugés que la fiction nous a drillés dans la tête, que la prison, c'est terrible, c'est sensationnaliste, c'est racoleur, c'est violent. Et la première fois que je suis rentrée là, j'avais ça dans la tête. Je savais pas du tout où je rentrais. J'étais impressionnée, j'avais un peu peur. Et ça a été un choc de constater que je me mettais le doigt dans l'œil, mais jusqu'au fond du crâne, parce que c'était des filles comme moi, qui à un moment donné avaient juste pas eu la chance de rester sur un chemin qui permettait de rester en dehors. Mais je me souviens d'une fille en particulier, je me suis dit, mais on serait amis. On irait boire un verre ensemble, on irait au cinéma ensemble. Puis la façon qu'elles avaient de comprendre les films, qui étaient évidemment pas avec les codes qui étaient les miens, avec une connaissance incroyable du documentaire, mais qui étaient tellement justes, tellement surprenantes, tellement lucides. Je sais que tous les cinéastes qu'on a emmenés en prison ressortaient de là chamboulés, parce qu'ils tous me disaient, j'ai l'impression que personne n'a jamais regardé mon film comme ça, avec ces yeux-là, avec ce regard-là. Et c'est ça, c'est de vous entendre parler, je revis ces moments-là. Malheureusement, c'est un programme qui continue plus. C'est très dommage. Je me souviens ce qui était difficile, c'est que c'était beaucoup la bonne volonté d'une personne dans la prison de Tanguay, qui nous aidait, qui permettait que ce programme-là soit en place. Puis malheureusement, elle est partie à la retraite. Et après ça a été un petit peu plus compliqué à continuer. Et d'ailleurs, vous en parlez, Godefroy, on va retourner vers vous. Vous en parlez dans le livre qu'à quelques reprises, vous avez dû... En fait, les souverains anonymes ont été menacés. Il y a même eu une intervention à l'Assemblée nationale, entre autres, de Jean-Pierre Charbonneau à l'époque. Exactement. Louise Arel, que je ne remercierai jamais assez, qu'il a sauvé Souverains Anonymes et bien d'autres députés, des députés libéraux, même Jean Charest, c'est incroyable. Jean Charest m'a envoyé un chèque de 1000 pièces. C'est pour ça que les libéraux, j'imagine aussi, avaient cette sensibilité avec la commission Charbonneau qui s'en venait de peut-être éventuellement trouver des libéraux en prison. Ils voulaient que ce soit confortable. Non, mais je crois que c'est un sujet non partisan. Bon, mais 2 mots rapidement sur la critique du cinéma. Un film que j'ai présenté, je présente souvent des films, j'invite des cinéastes, mais il y en a un en particulier que les gars ont critiqué
expliqué d'une façon tellement, mais les cinéastes pleuraient là, tellement. Moi ils n'en aussi, revenaient il y en pas. a eu plusieurs qui ont Voilà, pleuré. exactement. C'était un film sur Omar Kader. Oui. Ça Voilà, beaucoup dans voilà le livre. exactement, sur Patricia Henriquez et le côté, les deux réalisateurs sont arrivés avec ce film et Béatrice Vaughrant aussi, d'Amnesty International. Et là, ils s'attendaient. Ils sont restés au moins 1h30. Ils n'ont rien dit, eux. C'est juste les gars qui passaient un après l'autre, qui témoignaient même. Ça a été préparé. Attention, moi, Souverain Anonyme, bon, je pourrais parler 3 jours de Souverain Anonyme, juste sur l'aspect préparation, la préparation, travailler sur le langage, travailler sur le texte, c'est très important de choisir le mot, parce que quand on choisit le mot, on a un contrôle sur le mot, donc on a un contrôle sur sa vie, etc. Ça, c'est l'aspect le plus anonyme de Souverain Anonyme, c'est ce travail-là, est très, très, très important. Et donc, le fruit de tout ce travail-là, pendant 2 ou 3 semaines, devant ces 3 personnes, c'était juste incroyable. Et comme par hasard, il y avait de passage un Libanais, un souverain qui chantait en 7 langues, et il chantait en arabe, et il a chanté pour Omar, et j'ai écrit moi-même des paroles en arabe pour lui. Et là, c'est Béatrice, là, c'est des et puis moments... ce jour-là, ils ont parlé de Al-Farouk. C'est qui Al-Farouk? Mais c'est qui ça, Al-Farouk? Ils ont appris, en tout cas, ces 3 personnes invitées, ils ont appris c'est qui Al-Farouk. Al-Farouk, c'est Omar ibn al-Khattab. C'est qui Omar ibn al-Khattab? C'est le deuxième calife, après le prophète Mahomet. Là, il y a le premier calife, le deuxième calife, et le deuxième calife, c'est lui qui a institué, un des premiers institués dans le monde arabe et musulman, l'idée de la justice. Il est connu pour être juste. Et le mot Farouk veut dire celui qui sépare entre le bien et le mal, le Farouk. Et Béatrice, rien que pour ça, elle me dit, rien que pour ça, ça valait la peine que je vienne aujourd'hui apprendre ça. Donc, effectivement, le cinéma et les gars ont un œil, parce qu'ils sont sensibles, ils sont très sensibles. Et quand il s'agit de quelque chose comme sur Omar Kader, alors là, c'est sûr que ça les touche énormément. Gonzalo Rando, vous vouliez parler... C'est parce que ça fait 20 ans, moi, que je travaille en petite enfance. Et puis, depuis tantôt, je pense à la même chose. Je travaillais en 96. Puis déjà, depuis 96, les méthodes ont quand même changé. Puis une des choses qui évolue différemment selon les endroits, c'est la punition. Puis la punition, c'est un retrait, c'est une coercition. Et puis, on se posait pas de questions à l'époque sur ce que ça peut vouloir dire, mais finalement, c'est de mettre un enfant à l'écart, de le laisser tout seul, il se sent isolé, et tout ce qu'il a à faire dans sa tête, c'est ou bien se sentir coupable, ou bien réfléchir à comment il va se venger. Et puis, la punition sans retour, sans discussion, ça vaut rien. Et puis, je suis pas capable de pas faire de parallèle avec la prison. Mais quand on parle de prison, c'est horrible ailleurs, et de dire qu'ici, on a une ouverture vers la réhabilitation. Je fais un parallèle avec au lieu de donner des punitions aux enfants, ce qu'on essaie de faire, c'est de trouver des conséquences qui sont logiques à ce qu'ils ont fait. Puis un retour ensuite. Puis je me dis, ça peut pas être très différent. Tu as tout à fait raison, je suis d'accord avec toi, parce qu'il y a toutes sortes, dans la société occidentale, d'une façon générale, il y a toutes sortes de punitions, on va dire dans l'histoire, toutes sortes, on a puni de toutes sortes de façons. La prison comme telle, elle n'existe que depuis 2 siècles. Avant, on mélangeait le monde dans des asiles, et il y a eu chez les Amérindiens, il y a toute une philosophie de la punition. Il y a par exemple, aux États-Unis encore aujourd'hui, on va punir par l'humiliation, par exemple. Alors, donc, ça veut dire qu'il y a toutes sortes, il n'y a pas juste une seule façon. Alors, si on développe la réflexion, on peut aller à quelque chose qui, justement, c'est que la punition doit avoir un sens. Lorsque un détenu ne comprend pas le sens, ne sait pas pourquoi il est là, c'est là que ça va très, 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 très mal. Un détenu qui assume, il sait pourquoi il est là et il comprend le jugement, il a plus de chances d'être ouvert à dire, bon, là, il faut que... Mais il y a plus de chances de se réhabiliter aussi. Oui, mais en même temps, la prison comme telle, c'est comme un croisé de chemin. Alors, le temps, c'est, comment dire, l'oisiveté. Le détenu a le choix de faire du temps entre son ami ou son ennemi. L'oisiveté, c'est le poison en prison. Tu sais pas quoi faire de ton temps, ça va mal. Donc, mais par contre... Tu vas réfléchir, tu fais de la rumination. Voilà, exactement. Et tu vas parler dans le livre, entre autres. Exactement. Ou alors, tu dis, tiens, il y a un programme, il y a un autre programme, il y a l'école, il y a une activité critique du cinéma, il y a toutes sortes de choses. Je vais aller là. Et le gars qui choisit d'aller à l'école, ça veut dire qu'il a résisté par rapport à l'autre option, celle d'aller faire un coup, d'apprendre comment faire un coup, etc. Et c'est pour ça que je dis toujours, un gars qui sort de prison avec un secondaire 5, c'est quand même un héros pour moi.
chose que Benoît Dutrisac ne voulait rien Ah non, hein? entendre. Non. Vous êtes allé en entrevue avec lui Oui, récemment. oui, ouais. oui. Mais je lui ai dit, regarde, je lui ai expliqué, comme on explique à un enfant, n'est-ce pas? Je lui ai expliqué que au contraire, c'est de la résistance, que ce gars-là, c'est pas comme l'autre qui sort du secondaire avec son secondaire 5. Ouais, Lui, il sort de prison. Ouais. Et au contraire, moi, je ferai la première page du Journal de Montréal avec un jeune qui sort avec son secondaire. Et je le dirai, je le répéterai jusqu'à la fin des temps que les médias, le jour où ils commenceront à poser ce genre de gestes, ça veut dire qu'on donne un peu d'attention à des gens qui reviennent à nous. Alors, si on va les accueillir avec, juste leur dire, bonne chance, bon courage, surtout. Et ça, moi, je sais pas, moi, à quoi Souveraineté m'aura servi depuis 30 ans. Je donne des entrevues avec plaisir et j'essaye de traduire, résumer ce que j'ai appris. Et en 2 mots, je me dis, si notre société ne donne pas un peu plus d'importance, un peu plus d'attention à ces gens-là qui sont de nous autres, là, oui. OK? Qui sont le produit de la société. C'est ça. On va perpétuer une idée de la prison, une perception de la prison, parce que notre façon je le dis dans le livre, notre façon de penser à la prison est une prison en soi. Donc, c'est à nous, en tant que citoyens, aussi de se réhabiliter par rapport à l'idée de la prison et de remettre en question l'idée de la prison pour apporter autre chose. Peut-être pas tout de suite, peut-être pas demain, mais en 2050, peut-être, est-ce qu'on va avoir des prisons sans murs, sans gardiens, et qu'on va appeler des écoles de réforme, par exemple. Je suis pas pour qu'il n'y ait rien, bien sûr. Ouais. Je suis pour qu'il y ait quelque chose qui va servir à quelque chose. Mais sinon, pour l'instant, on est quand même, malgré tout, il y a les programmes, il y a tout ça, mais on est quand même devant des murs, on est quand même dans un système carcéral. Ouais. Souverain Anonyme va fêter ses 30 ans en décembre, très bientôt. Oui. Si les gens veulent écouter, parce qu'on peut écouter les émissions, là. On peut, oui. Sur YouTube, Sur YouTube. Souverain Anonyme sur YouTube maintenant. Il y a une page Facebook aussi. Oui, il y a une page Facebook, bien sûr. Mais le 13, c'est vraiment un nouveau site avec un nouveau... tout est nouveau dans ce site-là. Comme vous disiez tantôt, des archives. Des archives, mais parce que moi, parce que je tombe sur des affaires encore. Hier, je suis tombé sur Karen Young, un spectacle entier de Karen Young. Karen Young, entre nous, vous le répéterez à personne. Non. Elle m'a appelé, elle m'a dit, écoute Mohamed, mon pianiste est en dedans. J'aimerais bien ça qu'on le surprenne. Wow. J'ai dit, comment ça? Elle me dit, on arrive, tu l'invites, il sait pas qu'on est là, tu ouvres le rideau. Il y a un piano. Et on est là, le rideau est là, le piano est là, et il embarque avec nous, puis on joue. C'est exactement ce que nous avons fait. Wow. Et ce gars-là, moi je savais pas, il savait même pas lui que Souverain Anonyme existait, mais je suis allé le chercher. Et il me dit, mais pourquoi? J'ai dit, venez, j'ai un piano. J'ai dit juste piano. Ouais. Ah, donc il est venu, c'est un pianiste de jazz. Ouais. Il s'appelle Tim. Je dirais pas l'autre nom, il s'appelle Tim. Bref, elle est arrivée avec un des plus grands batteurs de jazz, Jeff Simons, Jean Cyr, Francine Martel. Elle a donné un show complet avec... Et là, les gars, parce que ça, Souverain Anonyme, c'est pas juste Sardis qui vient faire un show, c'est les gars qui embarquent sur la scène. Ouais. Et là, ce jour-là, il y en avait au moins 5, mais 5 qui chantaient très, très, très bien. À un moment donné, c'est Carignan était là, puis il regardait le spectacle. C'était magnifique, c'était génial. Donc, on va voir, dans les archives, on va découvrir des moments comme ça, des moments que j'appelle des moments souverain. Ouais, on va mettre ça sur la page Facebook pour que les gens aillent voir ça. Mohamed Lotfi, merci énormément. Ça a été un moment de réflexion sur le système carcéral, sur la prison. J'espère que ça a donné le goût aux gens d'aller lire votre livre Vol de temps, qui est publié chez les MEAC, Chronique des années anonymes. Merci infiniment de votre passage. Merci beaucoup de m'avoir invité.